Partie 1. Le salon de la maison familiale des Dubois n'avait jamais paru aussi oppressant. Les lourds rideaux de velours bordeaux filtraient la lumière de cette fin d'après-midi d'octobre, créant une atmosphère solennelle qui semblait parfaitement orchestrée pour ce qui allait suivre. Marie-Claire ajustait nerveusement sa robe bleu marine, celle que Thomas lui avait offerte pour leur 5e anniversaire de mariage, avec ce sourire satisfait qu'elle détestait tant maintenant qu'elle y repensait. « Asseyez-vous, ma chère », avait dit Madame Dubois-Mère, Françoise, avec cette politesse glaciale qu'elle réservait au moment où elle voulait établir sa supériorité. Son regard perçant scrutait Marie-Claire de la tête aux pieds, comme si elle évaluait une marchandise défectueuse. À 68 ans, Françoise Dubois portait encore ses cheveux gris acier tirés en un chignon impeccable, et sa robe de laine noire lui donnait l'allure d'une veuve perpétuelle, bien que son mari Georges soit encore bien vivant et assis dans son fauteuil en cuir, feuilletant le Figaro avec cette indifférence feinte qu'il cultivait depuis des décennies. Thomas, son mari depuis si longues années, se tenait debout près de la cheminée, les mains croisées dans le dos, adoptant cette posture qu'il prenait toujours quand il se préparait à prononcer un discours important au bureau. À 34 ans, il conservait encore cette prestance qui l'avait séduite à l'université. Cette assurance tranquille des hommes nés dans la bourgeoisie parisienne, habitués dès l'enfance à considérer le monde comme leur domaine naturel. Ses cheveux châtains commençaient à se dégarnir légèrement aux tempes, mais cela ne faisait qu'accentuer son air distingué. Il portait ce costume anthracite qu'elle lui avait acheté chez Charvet et cette cravate en soie bleue qu'elle avait choisie avec tant de soin pour son dernier anniversaire. Autour d'eux, la famille Dubois au grand complet s'était rassemblée comme pour un conseil de guerre. Pierre, le frère aîné de Thomas, avocat d'affaires prospère, était venu avec sa femme Sylvie, une blonde oxygénée aux ongles parfaits qui dirigeait une galerie d'art contemporain dans le 16e arrondissement. Leurs 2 enfants, Augustin et Margot, étaient adressés à la maison avec la nounou Philippine. Pierre affichait ce sourire carnassier qu'il réservait à ses adversaires au palais de justice, et Marie-Claire sentait déjà qu'elle était désignée comme la proie du jour. Antoine, le Benjamin de la fratrie, était arrivé directement de son bureau de consultant en fusion-acquisition. À 29 ans, il possédait déjà cette arrogance particulière des jeunes loups de la finance, persuadé que l'argent peut tout acheter, y compris le respect et l'amour. Sa compagne du moment, une certaine Chloé aux jambes interminables et au sourire artificiel, se tenait à ses côtés comme un trophée de chair fraîche. L'oncle Bertrand et la tante Monique avaient fait le déplacement depuis Neuilly, lui avec sa bedaine prospère de notaire retraité, elle avec ses bijoux clinquants et son parfum entêtant qui empestait déjà tout le salon. Leurs commentaires acerbes sur la vie des autres étaient légendaires dans la famille, et Marie-Claire savait qu'ils attendaient ce moment depuis longtemps, elle qui n'était qu'une institutrice de province venue troubler l'ordre établi de cette noble lignée bourgeoise. « Mes chers parents, ma chère famille », commença Thomas en se raclant la gorge. « J'ai souhaité vous réunir aujourd'hui pour partager avec vous une décision importante que j'ai prise après mûre réflexion. » Marie-Claire sentit son cœur se serrer. Elle connaissait ce ton, cette façon qu'avait Thomas de parler quand il voulait donner l'impression d'être magnanime, tout en assénant le coup de grâce. C'était le même ton qu'il avait employé pour lui annoncer qu'elle devrait abandonner ses études de littérature pour l'épouser, que sa carrière à lui passait avant tout, que les enfants pourraient attendre car il fallait d'abord s'établir socialement. « Comme vous le savez tous », poursuivit-il en regardant tour à tour chaque membre de l'Assemblée, évitant soigneusement de croiser le regard de sa femme. « Cela fait maintenant 6 ans que Marie-Claire et moi sommes mariés. 6 années pendant lesquelles j'ai tenté, en vain, de l'élever au niveau social et culturel qui correspond à notre rang familial. » Un murmure approbateur parcourut l'assistance. Françoise Dubois hocha la tête d'un air entendu, comme si elle avait toujours su que cette union était vouée à l'échec. Georges abaissa son journal et fixa Marie-Claire d'un regard méprisant, celui qu'il réservait aux domestiques négligents. « J'ai découvert, avec amertume, que certaines personnes ne peuvent jamais s'élever au-dessus de leurs conditions originelles, » continua Thomas, sa voix gagnant en assurance à mesure qu'il sentait l'approbation familiale. « Marie-Claire, malgré tous mes efforts, mes encouragements, les opportunités que je lui ai offertes, restent désespérément, comment dire, sans ambition véritable. » Marie-Claire serra les poings sur ses genoux. Sans ambition, elle qui avait abandonné ses rêves de devenir professeure de littérature à la Sorbonne pour le suivre dans ses mutations professionnelles, elle qui avait renoncé à passer l'agrégation pour tenir sa maison, organiser ses dîners d'affaires, sourire aux épouses de ses collègues, elle qui avait sacrifié sa passion pour l'écriture pour devenir l'ombre parfaite de l'épouse bourgeoise qu'il voulait qu'elle soit,
Elle se contente, reprit Thomas avec ce petit rire méprisant, qu'elle connaissait si bien, de son petit poste d'institutrice dans cette école primaire de banlieue, de ses petites lectures, de ses petites aspirations. Jamais elle n'a manifesté la moindre volonté de progresser, de s'investir dans des causes nobles, de développer un réseau social digne de ce nom. Elle refuse obstinément d'accompagner mes ambitions professionnelles et politiques. Politique, le mot était lâché. Depuis 2 ans, Thomas caressait l'idée de se présenter aux élections municipales dans leur arrondissement. Il avait besoin d'une épouse irréprochable à ses côtés, une femme qui incarnerait les valeurs traditionnelles de la droite bourgeoise parisienne. Marie-Claire, avec ses origines modestes, ses convictions de gauche soigneusement dissimulées et son refus de jouer le jeu des mondanités, représentait un boulet électoral qu'il ne pouvait plus se permettre de traîner. « Ah, c'est un euphémisme !» intervint Pierre d'une voix sardonique. « Marie-Claire n'a jamais compris les codes de notre milieu. Te souviens-tu du dîner chez les Montclair ? Elle a osé contredire le député sur la question de l'immigration. Quelle humiliation ! Et cette façon qu'elle a de s'habiller, ajouta Sylvie en examinant ses ongles parfaitement manucurés. Toujours ses tenues si... communes. J'ai tenté de l'emmener dans les bonnes boutiques, mais elle prétexte toujours que c'est trop cher, comme si l'argent était un problème dans cette famille. Sans compter, renchérit la tante Monique, qu'après 6 ans de mariage, elle n'a toujours pas donné d'héritier à la famille. À 32 ans, elle devrait avoir au moins 2 enfants. Que va penser le monde ? Marie-Claire sentit les larmes monter à ses yeux, mais elle se força à garder la tête haute. Les enfants, encore ce sujet douloureux. Comme si c'était sa faute si elle n'arrivait pas à tomber enceinte. Comme si Thomas, qui refusait catégoriquement de consulter un spécialiste pour vérifier sa propre fertilité, n'avait aucune responsabilité dans cette affaire. Comme si elle n'avait pas pleuré en silence tous ces mois où ses règles arrivaient ponctuellement, détruisant chaque fois un peu plus ses espoirs de maternité. Exactement, approuva Thomas en se tournant enfin vers elle. Marie-Claire, ma chère épouse, tu dois comprendre que j'ai des responsabilités envers ma famille, envers mon nom, envers mon avenir politique. Je ne peux plus me permettre d'être associée à ton manque d'ambition. Le silence qui suivit fut assourdissant. Marie-Claire pouvait entendre le tic-tac de la pendule empire sur la cheminée, le bruissement des pages du journal de son beau-père, sa propre respiration qui s'accélérait. Elle savait que ce moment allait arriver depuis des mois. Les disputes s'étaient multipliées, les reproches s'étaient fait plus cuisants, l'indifférence de Thomas plus marquée. Mais elle ne s'attendait pas à cette mise en scène théâtrale, à cette humiliation publique devant toute la famille. Heureusement, continua Thomas avec un sourire qui se voulait charmant mais qui ne trompait personne sur sa cruauté, j'ai trouvé quelqu'un qui correspond davantage à mes attentes et à celles de notre milieu, quelqu'un qui saura m'accompagner dans mes projets d'avenir, quelqu'un qui comprend ce que signifie vraiment l'ambition. Il se dirigea vers la porte du salon et l'ouvrit d'un geste théâtral. Mes chers parents, ma chère famille, j'ai l'honneur de vous présenter Victoire de Montmorency, ma future épouse. La jeune femme qui entra dans la pièce était l'incarnation même de ce que la bourgeoisie parisienne considérait comme la perfection féminine. Grande, élancée, avec cette prestance naturelle que donnent des générations d'éducation privilégiée, elle portait un ensemble Chanel rose poudré qui devait coûter plus que le salaire mensuel de Marie-Claire. Ses cheveux blonds vénitiens étaient décoiffés dans un carré parfait qui ne devait rien au hasard, et ses bijoux, discrets mais de toute évidence authentiques, brillaient de 1000 feux sous les lustres en cristal. « Enchantée !» dit-elle d'une voix cristalline en tendant une main aux ongles parfaitement vernis aux membres de la famille. « Thomas m'a tellement parlé de vous tous, Victoire de Montmorency. » Même son nom claquait comme un étendard nobiliaire. Marie-Claire savait déjà qu'elle était issue d'une de ces familles de l'aristocratie française qui avaient su traverser les siècles en préservant leur fortune et leur influence. Probablement diplômée de Sciences Po, peut-être d'HEC, parlant certainement 3 langues couramment, cavalière émérite, pianiste accomplie, et possédant ce carnet d'adresses dorées qui ouvrait toutes les portes du tout Paris. « Ah, ma chère Victoire !» s'extasia Françoise Dubois en se levant pour l'embrasser. « Quelle joie de vous rencontrer enfin ! Thomas nous a dit tant de bien de vous. Mademoiselle de Montmorency !» salua respectueusement Georges en se levant à son tour, marquant par ce geste inhabituel l'importance qu'il accordait à cette jeune femme qu'il connaissait à peine, mais dont le nom suffisait à éveiller sa déférence. Les présentations se succédèrent dans un ballet parfaitement orchestré. Pierre et Sylvie firent assaut d'amabilité. Antoine et sa Chloé rivalisèrent de compliments. L'oncle Bertrand et la tante Monique se répandirent en courbettes dignes de courtisans de Versailles.
Victoire acceptait ces hommages avec cette grâce naturelle des femmes habituées depuis l'enfance à être admirées et adulées. Marie-Claire observait cette scène surréaliste avec un mélange d'incrédulité et de rage froide. Ainsi donc, Thomas avait tout planifié. Cette réunion familiale n'était pas seulement destinée à l'humilier publiquement, c'était aussi l'occasion d'introduire officiellement sa remplaçante dans le cercle familial. Et quelle remplaçante! Victoire de Montmorency était tout ce que Marie-Claire n'était pas, et ne serait jamais, noble, riche, parfaitement intégrée dans ce monde de privilégiés dont elle-même était à jamais exclue. Victoire dirige la communication de la Fondation Rothschild, annonça Thomas avec fierté. Elle a également créé sa propre association caritative pour venir en aide aux enfants défavorisés de Madagascar. N'est-ce pas merveilleux? Voilà ce que j'appelle de l'ambition. Comme c'est admirable, s'exclama la tante Monique. Enfin une femme qui comprend ses devoirs sociaux. Et si élégante, ajouta Sylvie en détaillant la tenue de Victoire avec une envie à peine dissimulée. Cette veste Chanel vous va à ravir, ma chère. Marie-Claire sentait la nausée monter. Elle avait l'impression d'assister à sa propre exécution, et le plus insupportable était l'enthousiasme avec lequel sa belle famille accueillait sa remplaçante. Aucun d'eux ne semblait gêné par la situation, aucun ne paraissait s'interroger sur la légitimité de cette mascarade. Pour eux, elle n'avait jamais été qu'un accident de parcours dans la vie de Thomas, une erreur de jeunesse qu'il était temps de corriger. « Bien sûr », reprit Thomas en passant un bras possessif autour de la taille de Victoire. « Nous devrons attendre que les procédures de divorce soient finalisées avant de nous marier. Mais je tenais à ce que vous fassiez sa connaissance dès maintenant. Après tout, elle fera bientôt partie de la famille. Divorce. » Le mot résonna dans la tête de Marie-Claire comme une gifle. Jamais Thomas ne lui avait parlé de divorce. Certes, leur mariage battait de l'aile depuis des mois, mais elle n'imaginait pas qu'il avait déjà entamé des démarches légales dans son dos. Combien de temps cette liaison durait-elle? Depuis quand Thomas la trompait-il avec cette parfaite héritière? Depuis quand planifiait-il de la jeter comme un vieux vêtement devenu encombrant? Les avocats de Maître Delacroix s'occupent déjà du dossier, précisa Pierre avec un sourire satisfait. Nous obtiendrons le divorce aux torts exclusifs de Marie-Claire, bien entendu. Abandon du domicile conjugal, négligence de ses devoirs d'épouse, refus de donner des héritiers, nous avons l'embarras du choix. Et pour la répartition des biens, s'enquit pratiquement l'oncle Bertrand, son instinct de notaire reprenant le dessus. Le contrat de mariage est très clair, répondit Thomas. Séparation de biens. Marie-Claire repartira avec ce qu'elle avait en arrivant, c'est-à-dire pas grand-chose. Il éclata de rire, imité par le reste de la famille. Marie-Claire ferma les yeux. Elle se souvenait de la signature de ce contrat, 6 ans plus tôt. Elle était si amoureuse, si naïve. Thomas lui avait expliqué que c'était une simple formalité, une tradition familiale sans importance. Elle n'avait rien apporté au mariage, en effet, à part son amour, ses rêves et sa confiance. Confiance qu'il était en train de piétiner allègrement devant témoins. « Où va-t-elle habiter ?» demanda Sylvie avec cette curiosité malsaine qu'elle éprouvait toujours pour les malheurs d'autrui. « Cela ne nous concerne plus », répondit sèchement Françoise Dubois. « Elle se débrouillera. Après tout, elle a un travail, même si c'est modeste. Elle pourra toujours retourner chez ses parents en province, » suggéra Antoine avec cruauté. Dans sa petite ville de... Comment s'appelle-t-elle déjà? Ah oui, Mâcon. Parfait pour une institutrice sans ambition. Mâcon, sa ville natale, où ses parents tenaient encore leur petite épicerie, où sa sœur Juliette élevait ses 3 enfants avec son mari mécanicien, où la vie s'écoulait paisiblement, loin du tumulte parisien et de ses faux-semblants. Marie-Claire avait cru s'élever en épousant Thomas, mais elle réalisait maintenant qu'elle n'avait fait que se perdre dans un monde qui ne voulait pas d'elle. « Mes chers amis, » intervint Victoire de sa voix mélodieuse, « peut-être pourrions-nous éviter de parler de la situation présente devant l'intéressé ?» Elle jeta un regard presque compatissant vers Marie-Claire. « Cela me met mal à l'aise. Hypocrite, » pensa Marie-Claire. Cette femme parfaite jouait maintenant la carte de la magnanimité, mais elle ne s'était pas gênée pour séduire un homme marié et pour accepter de participer à cette humiliation publique. Derrière ses grands airs compassionnels, elle était probablement ravie de voir sa rivale ainsi humiliée. « Vous avez raison, ma chère Victoire, » approuva Thomas. « Marie-Claire, je pense que tu as compris la situation. Mes avocats prendront contact avec toi dans les prochains jours pour les formalités. En attendant, je te serai reconnaissant de libérer la chambre principale. Tu peux t'installer dans la chambre d'amis le temps que tu trouves un autre logement. » Marie-Claire se leva lentement. Ses jambes tremblèrent légèrement, mais elle parvint à garder sa dignité.
Elle regarda tour à tour chaque membre de cette famille, qui l'avait accueillie avec tant de réticence 6 ans plus tôt, et qui la rejetait maintenant sans le moindre scrupule. Aucun d'eux ne semblait éprouver la moindre gêne, la moindre compassion. Pour eux, elle n'était qu'un obstacle à éliminer, un problème à résoudre. Elle sortit son téléphone portable de son sac à main. Un modèle simple, pas un de ces smartphones dernier cri que possédèrent tous les autres. Encore une marque de son statut social inférieur aux yeux de sa belle famille. Mais ce téléphone allait changer bien des choses. « Parfait », dit-elle d'une voix claire, qui surprit tout le monde par son calme apparent. J'attendais ce moment pour passer mon appel. Thomas fronça les sourcils. Il ne s'attendait pas à cette réaction. Il pensait qu'elle allait fondre en larmes, supplier, implorer son pardon. Mais Marie-Claire composait déjà un numéro, celui qu'elle connaissait par cœur depuis l'enfance. « Allô, papa ?» dit-elle quand une voix masculine répondit à l'autre bout du fil. Le silence qui s'abattit dans le salon fut d'abord celui de la surprise. Puis, progressivement, tous les visages se figèrent dans une expression d'incrédulité croissante. Car la voix qui venait de répondre à Marie-Claire, cette voix qu'elle avait appelée « Papa », était une voix que tous reconnaissaient parfaitement. Une voix qu'ils entendaient régulièrement à la télévision, à la radio, une voix qui faisait trembler les puissants et qui était respectée dans toute la France. Georges Dubois laissa tomber son journal. Sa femme Françoise porta une main à sa gorge dans un geste d'effroi. Pierre et Antoine échangèrent un regard horrifié. Même Victoire de Montmorency, si sûre d'elle quelques secondes plus tôt, pâlit visiblement. Car celui que Marie-Claire venait d'appeler « Papa » n'était autre que Jean-Michel Rousseau, le milliardaire français le plus influent du pays, propriétaire du plus grand groupe de presse de France, conseiller de plusieurs présidents de la République, et accessoirement l'homme le plus craint du monde des affaires parisiens. Partie 2. « Oui, papa, c'est moi », continua Marie-Claire d'une voix parfaitement posée, savourant chaque seconde du spectacle qui se déroulait devant elle. « Tu peux venir me chercher maintenant ? Comme convenu, c'est terminé. » La voix de Jean-Michel Rousseau résonna dans le silence mortel du salon, suffisamment forte pour que tous l'entendent. « Ma chérie, j'arrive immédiatement. J'espère que ces imbéciles ne t'ont pas fait trop de mal. Je vais m'occuper personnellement de leur cas. » Thomas était devenu livide. Ses mains tremblaient, visiblement, et une pellicule de sueur perlait sur son front. « Marie-Claire, qu'est-ce que... Comment... » « Non, comment quoi, mon cher Thomas ?» répondit-elle avec un sourire glacial qu'aucun d'eux ne lui connaissait. « Comment se fait-il que Jean-Michel Rousseau soit mon père ? Comment se fait-il que la petite institutrice sans ambition que tu viens d'humilier publiquement soit en réalité l'héritière du plus grand empire médiatique de France ?» Françoise Dubois s'était littéralement écroulée dans son fauteuil, sa prestance habituelle envolée. Elle balbutiait des mots incompréhensibles, portant alternativement ses mains à son cœur et à sa gorge. Georges, lui, était devenu aussi blanc que les pages de son journal froissé. Il connaissait parfaitement la réputation de Jean-Michel Rousseau dans le monde des affaires. Impitoyable, vengeur, capable de détruire une carrière d'un simple coup de téléphone. Mais c'est impossible, bredouilla Pierre, son assurance d'avocat complètement évaporée. « Tu t'appelles Marie-Claire Martin, tes parents tiennent une épicerie à Mâcon, nous avons vérifié. » Marie-Claire éclata d'un rire cristallin qui résonna dans le salon comme une sentence de mort. « Martin ? Oui, Rousseau-Martin, pour être précise. Marie-Claire Rousseau-Martin, fille unique de Jean-Michel Rousseau et de feu Isabelle Martin. Mais vous n'avez jamais pris la peine de vérifier mes papiers d'identité complets, n'est-ce pas ? Vous vous êtes contenté de vos préjugés de classe. » Elle se dirigea vers la fenêtre et écarta légèrement le rideau pour jeter un coup d'œil à la rue. « Mes parents ? Oui, ils tiennent bien une épicerie à Mâcon. Enfin, ils tenaient. Car figure-toi, Thomas, que les épiciers Paul et Brigitte Martin sont mes parents adoptifs. De braves gens qui m'ont élevée comme leur propre fille après la mort de ma mère, quand j'avais 8 ans. Mon père biologique avait estimé qu'il valait mieux pour moi de grandir dans un environnement normal, loin des fastes et des dangers de sa position. » Victoire de Montmorency, qui jusqu'alors affichait cette assurance aristocratique, commençait à montrer des signes de panique. Elle savait, comme tous dans leur milieu, que croiser Jean-Michel Rousseau équivalait à signer son arrêt de mort social. L'homme contrôlait non seulement les 3/4 de la presse française, mais aussi un réseau d'influence qui s'étendait de l'Élysée à Bruxelles. « Pendant 18 ans, poursuivit Marie-Claire en se retournant vers l'Assemblée médusée, j'ai grandi en pensant être réellement la fille de ces épiciers. J'ai découvert la vérité le jour de mes 18 ans, quand Jean-Michel est venu me chercher pour m'annoncer qu'il était temps que je reprenne ma place légitime. Mais j'ai choisi de continuer mes études normalement, de vivre ma vie de jeune femme ordinaire. C'était mon choix, ma liberté.
Antoine, habituellement si sûr de lui, bégayait maintenant comme un collégien pris en faute. « Mais pourquoi? Pourquoi as-tu épousé Thomas si je suis milliardaire ?» Marie-Claire sourit avec une douceur feinte. « Parce que j'étais amoureuse, Antoine. Parce que je croyais naïvement qu'on pouvait m'aimer pour ce que j'étais vraiment, pas pour mon nom ou ma fortune. » Quelle idiote, n'est-ce pas? Elle sortit de son sac un petit carnet de cuir noir et commença à le feuilleter tranquillement. « Vous savez, pendant ces 6 années, j'ai tenu un journal très détaillé de ma vie avec vous. Toutes vos petites remarques méprisantes, tous vos sous-entendus, toutes vos humiliations. Tenez, par exemple. » Elle s'arrêta sur une page et lut d'une voix claire. 15 novembre 2019. Dîner de Noël chez les Dubois. Françoise. Ma pauvre Marie-Claire, avec tes origines, tu ne comprendras jamais l'importance des traditions familiales. Pierre. Heureusement que Thomas a de l'ambition pour 2. Sylvie. Cette robe, très démocratique. Sylvie sursauta comme si elle avait reçu une gifle. Elle ne se souvenait même plus d'avoir prononcé ces mots, mais l'exactitude de la citation ne faisait aucun doute. 22 mars 2020, continua Marie-Claire imperturbablement. Antoine. Marie-Claire, tu pourrais au moins faire un effort pour comprendre l'économie. Ton petit salaire d'institutrice ne te donne pas une vision globale des choses. 8 juin 2021. Bertrand. Dans notre famille, les femmes ont toujours su tenir leur rang. Dommage que certaines ne soient pas à la hauteur. Monique. Les enfants, ça ne vient pas tout seul. Il faut aussi savoir s'y prendre. Chaque citation tombait comme un couperet. Marie-Claire avait une mémoire parfaite et une précision d'horloger. 6 années d'humiliation soigneusement consignées. 6 années de mépris documentés avec la rigueur d'un procureur. « Vous voulez que je continue ?» demanda-t-elle avec un sourire angélique. « J'ai encore 3 carnets complets. Très édifiants, vraiment. » Thomas tenta une dernière manœuvre désespérée. « Marie-Claire, écoute, si j'avais su, nous ne savions pas, tout peut s'arranger. » S'arranger? Marie-Claire referma son carnet d'un claquement sec. « Tu viens de m'humilier publiquement devant toute ta famille, Thomas. Tu m'as traité de femme sans ambition. Tu as introduit ta maîtresse dans notre salon conjugal. Tu as parlé de divorce à mes torts exclusifs. Et maintenant tu voudrais que tout s'arrange ?» Elle se dirigea vers Victoire de Montmorency qui reculait instinctivement. « Et vous, mademoiselle de Montmorency, toujours aussi enthousiaste à l'idée d'épouser Thomas ?» Victoire bredouilla quelques mots incompréhensibles. Son teint parfait avait viré au verdâtre, et ses mains parfaitement manucurées tremblaient comme des feuilles. Elle connaissait parfaitement la réputation de Jean-Michel Rousseau et savait que s'attirer ses foudres équivalait à un suicide social et professionnel. « Je ne savais pas, » balbutia-t-elle. « Thomas m'avait dit que vous étiez séparés, que le divorce était en cours. Mensonge, » trancha Marie-Claire. « Mais ne vous inquiétez pas, ma chère Victoire. Vous allez avoir l'occasion de vous expliquer très bientôt. Papa a horreur qu'on s'en prenne à sa fille unique. » Le bruit d'une voiture puissante qui s'arrêtait devant la maison fit sursauter tout le monde. Par la fenêtre, ils purent voir une Bentley noire aux vitres teintées, d'où descendaient 2 hommes en costume sombre. L'un d'eux, grand, distingué, aux cheveux gris acier, était immédiatement reconnaissable. Jean-Michel Rousseau en personne. « Ah, papa est arrivé », annonça Marie-Claire avec une joie feinte. « Comme il va être content de faire votre connaissance. » Françoise Dubois gémit littéralement. Elle savait que sa vie sociale venait de s'écrouler. Plus jamais elle ne pourrait montrer son visage dans le tout Paris sans qu'on lui rappelle comment sa famille avait traité la fille de Jean-Michel Rousseau. Plus jamais elle ne pourrait prétendre appartenir à l'élite de la société française. Des pas résonnèrent dans l'entrée. Marie-Claire alla ouvrir la porte du salon avant même que la sonnette retentisse. « Bonjour papa », dit-elle en se jetant dans les bras de l'homme le plus puissant de France. Jean-Michel Rousseau était exactement tel qu'on le voyait dans les médias, mais en plus impressionnant encore. Grand, mince, d'une élégance naturelle qui ne devait rien aux artifices, il dégageait cette aura de pouvoir absolu que seuls possèdent les vrais maîtres du monde. Ses yeux gris acier balayèrent le salon et ses occupants avec la froideur d'un prédateur évaluant ses proies. « Ma chérie », dit-il en embrassant tendrement sa fille, « j'espère que ces personnes ne t'ont pas trop maltraité ?»« Oh si, papa. Ils ont été parfaits, exactement comme tu l'avais prédit. » Jean-Michel Rousseau sourit, mais ce sourire n'avait rien de rassurant. C'était le sourire d'un requin qui flaire le sang dans l'eau. « Parfait. Dans ce cas, nous allons pouvoir passer aux choses sérieuses. » Il s'avança dans le salon, suivi de son assistant, un homme élégant d'une 40aine d'années, qui portait une mallette de cuir. « Mesdames, messieurs, permettez-moi de me présenter. Jean-Michel Rousseau. Vous venez de passer 6 années à humilier ma fille unique. J'espère que vous avez pris du plaisir.
car c'est la dernière fois que vous vous amusez. » Thomas tentait désespérément de retrouver sa contenance. « Monsieur Rousseau, nous ne savions pas. C'est un malentendu. »« Un malentendu ?» Jean-Michel haussa un sourcil. « Ma fille m'a tout raconté, jeune homme. Vos remarques méprisantes, vos humiliations constantes, votre infidélité, et cette mascarade d'aujourd'hui. Un malentendu, vraiment ?» Il se tourna vers son assistant. « Maître Delacroix, voulez-vous exposer la situation juridique à ces personnes ?» L'assistant ouvrit sa mallette et en sortit plusieurs dossiers épais. « Bien sûr, monsieur Rousseau. Commençons par monsieur Thomas Dubois. Adultère avéré, abandon du domicile conjugal moral, injure publique envers son épouse. Le divorce sera prononcé à ses torts exclusifs. Madame Marie-Claire Rousseau-Martin récupérera l'intégralité de l'appartement, acquis d'ailleurs avec des fonds provenant de sa dot personnelle. » Thomas s'effondra littéralement. « Ma dot ? Quelle dot ?» Marie-Claire sourit. « Les 2 millions d'euros que papa a versés discrètement sur notre compte commun pendant notre mariage, Thomas. Tu as cru que tes petits salaires de cadre supérieur suffisaient à payer cet appartement de 200 mètres carrés dans le 16e. Tu étais touchant de naïveté. » Et ensuite, poursuivit l'avocat, Monsieur Pierre Dubois. Diffamation, complicité d'adultère, exercice illégal de la profession d'avocat dans une affaire où il a des intérêts personnels. Le barreau de Paris sera informé dès demain. Pierre était devenu aussi blanc que sa chemise. Une radiation du barreau signifiait la fin de sa carrière, la ruine sociale et financière. Madame Sylvie Dubois, continua impitoyablement l'avocat. Diffamation, injure publique. Sa galerie d'art contemporain va malheureusement perdre tous ses mécènes et collectionneurs. Une coïncidence fâcheuse. Sylvie s'effondra en larmes. Elle savait que Jean-Michel Rousseau contrôlait une grande partie du marché de l'art parisien par l'intermédiaire de ses relations et de ses fondations. Monsieur Antoine Dubois. Injure, mépris de classe. Sa société de conseil va étrangement voir tous ses contrats résiliés dans les prochains jours. Le monde de la finance est si petit, si fragile. Antoine était devenu verdâtre. Il savait que sa carrière venait de s'arrêter net. Monsieur et Madame Bertrand et Monique Dubois, poursuivit l'avocat avec un plaisir évident. Injures répétées, mépris de classe. Monsieur Dubois va avoir des problèmes avec l'ordre des notaires. Quelques irrégularités dans ses anciens dossiers vont mystérieusement refaire surface. Bertrand s'effondra dans son fauteuil. À 65 ans, il était trop tard pour reconstruire quoi que ce soit. Et enfin, dit l'avocat en se tournant vers les parents de Thomas, Monsieur et Madame Georges et Françoise Dubois, chefs de famille complices de toutes ces exactions. Monsieur Dubois va découvrir que son portefeuille d'actions va connaître des fluctuations malheureuses. Quant à Madame, elle va se rendre compte que plus aucune association caritative parisienne ne souhaite de sa participation. Jean-Michel Rousseau observait la décomposition progressive de la famille Dubois avec une satisfaction glaciale. Vous comprenez, mes chers amis, que ma fille est ce que j'ai de plus précieux au monde. Sa mère, mon épouse Isabelle, est morte d'un cancer quand Marie-Claire avait 8 ans. J'ai failli mourir de chagrin. Cet enfant est tout ce qui me reste d'elle. Sa voix se durcit encore. Pendant 6 ans, vous avez humilié, méprisé, rabaissé la fille de la femme que j'ai le plus aimée au monde. Vous pensiez pouvoir vous amuser impunément avec une petite institutrice de province. Vous allez découvrir ce que coûte de s'attaquer à un Rousseau. Victoire de Montmorency, qui était restée silencieuse jusque-là, tenta une dernière manœuvre. Monsieur Rousseau, je vous assure que je ne savais rien. Thomas m'avait dit « Sortez, mademoiselle de Montmorency », la coupa Jean-Michel avec un sourire polaire. Votre famille et la mienne se connaissent depuis des générations. Votre grand-père et le mien étaient associés avant la guerre. Quand j'ai appris que vous étiez la maîtresse de l'époux de ma fille, j'ai eu un long entretien téléphonique avec votre père. Victoire blêmit. Son père, le comte Édouard de Montmorency, était un homme d'affaires avisé qui entretenait d'excellentes relations avec Jean-Michel Rousseau depuis des décennies. Figurez-vous, continua Jean-Michel, que votre père était horrifié d'apprendre la conduite de sa fille. Une Montmorency qui devient la maîtresse d'un homme marié et participe à l'humiliation publique de son épouse. Quel scandale pour une famille si attachée aux valeurs traditionnelles. Victoire porta une main à sa gorge. Elle connaissait son père. Rigide, inflexible sur les questions d'honneur familial, il était capable de la déshériter pour une telle faute. D'ailleurs, ajouta Jean-Michel en consultant sa montre, je crois que votre père vous attend dans votre appartement. Il souhaitait avoir une explication avec vous. J'espère que vous avez de bons arguments. Marie-Claire observait cette destruction méthodique avec un mélange de satisfaction et de tristesse. Satisfaction de voir enfin ces gens qui l'avaient tant méprisée recevoir leur châtiment. Tristesse de réaliser à quel point elle avait gâché 6 années de sa vie
avec des personnes si petites, si mesquines. « Papa, dit-elle doucement, je crois que c'est suffisant. » Ils ont compris. Jean-Michel se tourna vers sa fille avec une tendresse infinie. « Tu es sûre, ma chérie? Parce que je peux encore faire quelques ajustements. »« Non, papa. C'est parfait comme ça. Je veux juste récupérer mes affaires et partir. Cette vie est finie. » Thomas, qui avait retrouvé un semblant de voix, tenta une dernière supplication. « Marie-Claire, je t'en prie. Nous pouvons tout recommencer. Je t'aime. » Marie-Claire se tourna vers lui avec un regard où il ne restait plus aucune trace d'amour ou même de compassion. « Tu m'aimes, Thomas? Vraiment? Alors pourquoi ne m'as-tu jamais demandé mon vrai nom? Pourquoi n'as-tu jamais cherché à connaître ma véritable histoire? Pourquoi as-tu accepté si facilement que tes parents me traitent comme une sous-race ?» Elle s'approcha de lui et le regarda droit dans les yeux. « Tu sais ce que tu aimais en moi, Thomas? L'idée que tu épousais en dessous de ta condition. Cela flattait ton ego de jouer les Pygmalions avec la petite provinciale. Tu aimais avoir une femme que tu pouvais façonner, modeler selon tes désirs. Tu aimais ma dépendance, ma reconnaissance, ma soumission. » Elle recula d'un pas. « Mais tu n'as jamais aimé Marie-Claire. Tu as aimé l'idée que tu te faisais de Marie-Claire. Et aujourd'hui, tu découvres que cette Marie-Claire n'a jamais existé. » Jean-Michel posa une main protectrice sur l'épaule de sa fille. « Ma chérie, nous avons assez perdu de temps avec ces gens. Récupérons tes affaires et rentrons à la maison. » Marie-Claire hocha la tête. Elle monta rapidement à l'étage, dans cette chambre qu'elle avait partagée avec Thomas pendant 6 ans, et rassembla ses quelques affaires personnelles. Ses livres, ses photos, ses carnets, ses bijoux de famille, tout tenait dans 2 valises. 6 années de mariage résumées à si peu de choses. Quand elle redescendit, la famille Dubois était toujours figée dans le salon, comme des statues de sel. Personne n'osait plus parler, plus bouger. Ils venaient de comprendre qu'ils avaient joué avec le feu et qu'ils allaient en payer le prix pendant des années. « Au revoir », dit simplement Marie-Claire depuis le seuil du salon. « J'espère que vous avez apprécié le spectacle. C'était notre dernière représentation ensemble. » Elle sortit de la maison au bras de son père, laissant derrière elle 6 années d'humiliation et de mensonges. Dehors, l'automne parisien était doux et le soleil perçait enfin les nuages. Pour la première fois depuis longtemps, Marie-Claire Rousseau-Martin se sentait libre. Partie 3. 6 mois plus tard, Marie-Claire se tenait devant les immenses baies vitrées de son bureau au 52e étage de la tour Rousseau, contemplant Paris qui s'étendait à ses pieds. La ville scintillait sous le soleil printanier de mai, et elle pouvait apercevoir au loin la tour Eiffel qui se dressait majestueusement vers le ciel azur. Cette vue qu'elle connaissait depuis l'enfance, car elle avait passé tous ses mercredis après-midi dans ce bureau quand elle était petite, lui procurait toujours la même sensation de vertige mêlée de puissance. Depuis qu'elle avait officiellement pris ses fonctions de directrice générale adjointe du groupe Rousseau Média, sa vie avait radicalement changé. Fini le petit appartement de fonction d'institutrice, fini les fins de mois difficiles, fini les humiliations. Elle habitait maintenant un somptueux penthouse dans le 16e arrondissement, celui-là même que son père lui avait acheté pour ses 25 ans, mais qu'elle avait refusé d'occuper tant qu'elle était mariée à Thomas. Son assistante, Mélanie, une jeune femme brillante diplômée de l'ESSEC, frappa discrètement à la porte. « Madame Rousseau-Martin, votre rendez-vous de 11 heures est arrivé. » Marie-Claire sourit. Elle avait insisté pour conserver son nom d'épouse, non par nostalgie, mais pour marquer symboliquement sa transition. Marie-Claire Martin était morte dans le salon des Dubois. Marie-Claire Rousseau-Martin était née de ses cendres, plus forte, plus déterminée, plus consciente de sa valeur. « Faites-le entrer, Mélanie, et préparez le dossier que j'ai demandé hier soir. » L'homme qui entra était exactement tel qu'elle l'imaginait. La quarantaine élégante, costume impeccable, sourire commercial un peu forcé. Édouard Martial dirigeait l'une des plus importantes agences de communication de Paris, celle-là même qui s'occupait de la campagne municipale de Thomas Dubois. « Madame Rousseau-Martin, dit-il en s'inclinant légèrement, c'est un honneur de vous rencontrer. Votre réputation vous précède. » Marie-Claire l'invita à s'asseoir dans l'un des fauteuils de cuir face à son bureau. Elle avait volontairement choisi de le recevoir dans ce cadre intimidant, plutôt que dans l'espace détente de son bureau. Il fallait qu'il comprenne immédiatement le rapport de force. « Monsieur Martial, » commença-t-elle en croisant les doigts, « j'ai cru comprendre que votre agence travaillait pour monsieur Thomas Dubois dans le cadre de sa campagne municipale. » Édouard Martial acquiesça avec enthousiasme. « En effet, Thomas Dubois est un candidat formidable. Nous travaillons sur son image depuis 3 mois maintenant. Un homme d'avenir, vraiment.
Marie-Claire ouvrit le dossier que Mélanie avait posé devant elle. J'ai ici quelques informations sur votre agence, monsieur Martial. Très instructif. Votre chiffre d'affaires dépend à 60% de 3 gros clients, n'est-ce pas? Le sourire d'Édouard Martial se figea légèrement. C'est exact. Mais nous diversifions nos activités. Ces 3 clients, poursuivit Marie-Claire en tournant une page, travaillent tous, directement ou indirectement, avec des filiales du groupe Rousseau. Curieuse coïncidence. Ne trouvez-vous pas? Édouard Martial commençait à transpirer malgré la climatisation. Il comprenait parfaitement où cette conversation allait mener. Monsieur Martial, reprit Marie-Claire d'une voix douce mais ferme. Thomas Dubois est mon ex-mari. Un ex-mari qui m'a humilié publiquement et qui rêve maintenant de faire carrière en politique. Je ne peux pas laisser passer cela. Madame Rousseau-Martin, nous avons des contrats. Des contrats qui peuvent être résiliés, monsieur Martial. Vos 3 gros clients vont malheureusement découvrir que vos services ne correspondent plus à leurs attentes. Une question de qualité, vous comprenez? Elle referma le dossier et le regarda droit dans les yeux. À moins, bien sûr, que vous ne preniez la sage décision d'abandonner le dossier Dubois, pour incompatibilité d'agenda, par exemple, ou pour tout autre motif que votre créativité vous inspirera. Édouard Martial était maintenant livide. Il savait qu'il n'avait pas le choix. Perdre le contrat de Thomas Dubois était ennuyeux. Perdre 60% de son chiffre d'affaires était fatal. Je vais étudier la question, Madame Rousseau-Martin. Parfait. J'attends votre décision avant ce soir 18h. Mélanie vous raccompagnera. Une fois seule, Marie-Claire se permit un sourire de satisfaction. C'était le 3e prestataire de Thomas qu'elle convainquait d'abandonner sa campagne. Depuis 6 mois, elle démontait méthodiquement tout ce que son ex-mari tentait de construire pour son avenir politique. Son téléphone sonna. C'était son père. « Ma chérie, comment s'est passé ton rendez-vous avec Martial? Comme prévu, papa. Il va lâcher Thomas avant ce soir. » Jean-Michel Rousseau eut un rire satisfait. « Parfait. Au fait, j'ai une surprise pour toi. Devine qui vient déjeuner avec nous demain? Je ne sais pas. Qui? Isabelle Moreau. Tu te souviens d'elle? » Marie-Claire fronça les sourcils. Ce nom lui disait quelque chose. Isabelle Moreau, la journaliste d'investigation? Exactement. Elle prépare un grand reportage sur les liens entre les familles bourgeoises parisiennes et la corruption politique. Elle s'intéresse particulièrement aux Dubois et à leurs méthodes peu orthodoxes. Marie-Claire sourit. Son père avait toujours été un maître dans l'art de la guerre psychologique. « Tu n'as pas perdu la main, papa. Ma chérie, j'ai 68 ans et 45 ans d'expérience dans les affaires. Tes ex-beaux-parents vont découvrir ce que signifie vraiment le pouvoir. » Après avoir raccroché, Marie-Claire consulta ses messages. Un en particulier attira son attention. Il venait de Victoire de Montmorency. « Chère Marie-Claire, pourriez-vous accepter de me rencontrer? J'aimerais vous présenter mes excuses personnellement. Victoire. » Marie-Claire réfléchit quelques instants. Que pouvait bien lui vouloir l'ex-maîtresse de Thomas? Par curiosité, elle répondit qu'elle acceptait de la voir le lendemain après-midi. Le lendemain, Victoire arriva à l'heure exacte au bureau de Marie-Claire. Mais quelle différence avec celle qui paradait 6 mois plus tôt dans le salon des Dubois. Ses cheveux parfaits étaient maintenant simplement coiffés en queue de cheval, son maquillage était discret, et sa tenue, bien qu'élégante, n'avait plus rien d'ostentatoire. « Marie-Claire, » dit-elle en entrant, « merci de m'avoir accordé ce rendez-vous. » Marie-Claire l'invita à s'asseoir dans l'espace détente de son bureau, volontairement moins intimidant que l'espace de travail. Elle était curieuse d'entendre ce que Victoire avait à lui dire. « Je voulais vous présenter mes excuses », commença Victoire d'une voix mal assurée. Ce qui s'est passé il y a 6 mois était inexcusable. « En effet, » répondit simplement Marie-Claire. Victoire prit une inspiration profonde. « Vous avez le droit de savoir. Thomas et moi, cela avait commencé il y a 1 an. Il m'avait dit que votre mariage était fini, que vous viviez séparément, que le divorce était en cours. J'ai été naïve. Ou vous avez voulu l'être. Peut-être. » Victoire baissa les yeux. « Mon père, quand il a appris ce qui s'était passé, il a été impitoyable. Il m'a coupé les vivres, retiré ma carte de crédit, confisqué ma voiture. J'ai dû vendre mes bijoux pour survivre. » Marie-Claire l'observait sans rien dire. Elle ne ressentait ni pitié ni satisfaction. Juste une froide indifférence. « J'ai perdu mon poste à la Fondation Rothschild, » continua Victoire. « Mon association caritative a été dissoute faute de financement. Tous mes amis m'ont tourné le dos. Je me retrouve à 30 ans sans rien, sans personne. Et Thomas ?» Victoire eut un rire amer. « Thomas ? Il m'a lâché le soir même où votre père est venu vous chercher. Il prétend maintenant qu'il n'y a jamais rien eu entre nous, que j'ai tout inventé. Il refuse de me voir, ne répond plus à mes appels.
Marie-Claire n'était pas surprise. Elle connaissait Thomas. Face à l'adversité, il devenait lâche et calculateur. Que voulez-vous, Victoire? Votre pardon? Et peut-être pourriez-vous vous aider? Marie-Claire se leva et retourna près de la fenêtre. Pourquoi le ferais-je? Vous avez participé à mon humiliation. Vous avez couché avec mon mari. Vous avez joui du spectacle de ma destruction. Je sais, mais... Victoire se leva aussi. Mais nous sommes toutes les deux victimes de Thomas, non? Il nous a manipulés, trompés. Nous sommes dans le même camp, finalement. Marie-Claire se retourna brusquement. Dans le même camp? Vous plaisantez? Moi, j'ai subi 6 années d'humiliation en croyant être aimée. Vous avez séduit un homme marié en connaissance de cause. Nous ne sommes pas du tout dans le même camp. Victoire pâlit. Marie-Claire, je vous en prie, je n'ai plus rien. Et vous croyez que c'est mon problème? La voix de Marie-Claire était devenue glaciale. Vous avez fait vos choix, Victoire. Assumez-les. Elle retourna s'asseoir derrière son bureau et prit son téléphone. Mélanie, pourriez-vous raccompagner mademoiselle de Montmorency? Marie-Claire, attendez. Victoire était au bord des larmes. J'ai des informations. Sur Thomas. Sur sa campagne. Je sais des choses qui pourraient vous intéresser. Marie-Claire reposa son téléphone et regarda Victoire avec un intérêt renouvelé. Quel genre d'informations? Il a des dossiers sur des gens influents. Il fait du chantage pour obtenir des soutiens. Et il y a aussi de l'argent sale dans sa campagne. De l'argent qui vient de sources douteuses. Marie-Claire se pencha en avant. Continuez. Il m'avait montré des photos, des documents. Il était fier de ses petites combines. Il disait que c'était comme ça qu'on réussissait en politique. Où sont ces documents? Dans un coffre-fort, chez lui, dans son bureau. Marie-Claire réfléchit rapidement. Ces informations pouvaient être très utiles, mais elle ne faisait pas confiance à Victoire. Pourquoi me dites-vous cela? Victoire essuya une larme qui coulait sur sa joue. Parce que j'en veux à Thomas autant que vous. Parce qu'il m'a utilisé et jeté. Parce que je veux qu'il paye pour ce qu'il nous a fait. Marie-Claire étudia le visage de Victoire. La colère et l'amertume qu'elle y lisait semblaient authentiques. Supposons que je m'intéresse à ces informations. Qu'attendez-vous en échange? Un travail. N'importe quoi. J'ai une maîtrise de communication. Je parle 4 langues. J'ai de l'expérience dans l'événementiel. Marie-Claire réfléchit quelques instants. Victoire pourrait effectivement lui être utile, et la tenir à l'œil lui permettrait de s'assurer de sa loyauté. Très bien. Voici ce que je vous propose. Vous allez recontacter Thomas. Vous lui direz que vous regrettez votre brouille, que vous voulez reprendre votre relation. Vous regagnez sa confiance, et vous me rapportez tout ce que vous apprenez. Victoire la regarda avec stupéfaction. Vous voulez que je couche avec lui. Je veux que vous fassiez ce qu'il faut pour obtenir les informations dont j'ai besoin. Comment vous vous y prenez? C'est votre affaire. Et en échange, je vous trouve un poste dans une de nos filiales. Rien d'extraordinaire, mais suffisant pour vous permettre de recommencer votre vie. Victoire hésita quelques secondes, puis hocha la tête. D'accord, je le ferai. Parfait. Mélanie va vous donner mon numéro personnel. Vous me tiendrez informé quotidiennement. Après le départ de Victoire, Marie-Claire resta songeuse. Elle n'aimait pas cette façon de procéder, mais Thomas ne lui laissait pas le choix. S'il voulait jouer dans la cour des grands, il allait découvrir que les règles y étaient impitoyables. Son téléphone sonna de nouveau. Cette fois, c'était Mélanie. Madame Rousseau-Martin, j'ai Édouard Martial en ligne. Il souhaite vous confirmer qu'il abandonne le dossier Dubois. Marie-Claire sourit. Parfait. Dites-lui que j'apprécie sa sagesse. Elle raccrocha et consulta son agenda. Son rendez-vous suivant était avec le directeur du plus grand quotidien parisien, un journal qui appartenait au groupe Rousseau. Il était temps de préparer la phase suivante de sa stratégie, car Marie-Claire Rousseau-Martin n'avait pas l'intention de se contenter de détruire la campagne de Thomas. Elle allait s'assurer qu'il ne puisse plus jamais nuire à personne. Et pour cela, elle avait des ressources que son ex-mari ne soupçonnait même pas. Le soir venu, dans son penthouse, Marie-Claire dînait seule face aux lumières de Paris. Elle pensait à ces 6 mois écoulés, à sa métamorphose, à cette nouvelle vie qu'elle construisait pierre par pierre. Finalement, Thomas lui avait rendu service en la chassant. Sans cette humiliation publique, jamais elle n'aurait trouvé la force de redevenir celle qu'elle était destinée à être. Son téléphone vibra. Un message de son père. « Ma chérie, j'ai reçu des nouvelles intéressantes. Les Dubois viennent de mettre leur maison en vente. Apparemment, ils ont des difficultés financières. Curieuse coïncidence, non ?» Marie-Claire sourit en reposant son téléphone. La justice avait parfois un sens de l'humour exquis. Partie 4. 3 semaines plus tard, Marie-Claire était installée dans le restaurant le plus exclusif du 16e arrondissement,
Le Pré-Catalan, face à Isabelle Moreau. La journaliste d'investigation, une femme de 45 ans aux cheveux auburn et au regard perçant, étalait devant elle une série de documents qui allaient faire l'effet d'une bombe dans le paysage politique parisien. « Marie-Claire, dit Isabelle en pointant une photo, ce que vous m'avez fourni dépasse mes espérances. Ces documents sur Thomas Dubois et ses financements occultes vont créer un scandale retentissant. » Marie-Claire observait la photo en question. On y voyait Thomas serrant la main d'un homme d'affaires russe notorieusement lié à la mafia moscovite dans un restaurant discret de Neuilly. Victoire avait fait du bon travail en regagnant la confiance de son ex-amant et en fouillant dans ses affaires. « Vous êtes certaine de vos sources ?» demanda Isabelle. « Absolument. Victoire de Montmorency a photographié tous ces documents avant de les remettre en place. Thomas ne soupçonne rien. » Isabelle hocha la tête en feuilletant le dossier. Financements illégaux, chantage sur des entrepreneurs du BTP, promesses de marché public contre soutien électoral. Votre ex-mari était vraiment ambitieux. Était, ma chère, après la publication de mon article demain, la carrière politique de Thomas Dubois sera définitivement terminée. Et ce n'est que le début. Le parquet va certainement ouvrir une enquête. Marie-Claire sirota son champagne avec satisfaction. Depuis un mois, Victoire avait parfaitement joué son rôle. Elle avait reconquis Thomas, en lui faisant croire qu'elle regrettait leur rupture, et qu'elle voulait l'épouser malgré sa déchéance sociale. L'ego masculin de Thomas avait fait le reste. Au fait, reprit Isabelle, j'ai aussi des nouvelles de la famille Dubois. Mes confrères de la rubrique économique m'ont confirmé que leurs difficultés financières s'aggravent. La société de conseil d'Antoine a fait faillite la semaine dernière. Je sais. Marie-Claire ne put réprimer un sourire. Papa s'assure que tous leurs partenaires d'affaires les abandonnent progressivement. C'est méthodique et implacable. Et Pierre, radié du barreau pour 3 ans, il a ouvert une petite étude de conseil juridique en banlieue, mais il peine à trouver des clients. Curieusement, sa réputation l'a précédé partout où il postule. Isabelle referma son dossier. Vous savez, Marie-Claire, en 20 ans de journalisme, j'ai rarement vu une vengeance aussi parfaitement orchestrée. Votre père et vous formez une équipe redoutable. Ce n'est pas de la vengeance, Isabelle. C'est de la justice. Ces gens m'ont traité comme une moins que rien pendant 6 ans. Ils récoltent ce qu'ils ont semé. Après le déjeuner, Marie-Claire retourna à son bureau, où l'attendait une surprise de taille. Mélanie l'accueillit avec un air excité. « Madame Rousseau-Martin, vous avez reçu un appel de Maître Delacroix. Le divorce a été prononcé ce matin. Auteurs exclusifs de Monsieur Dubois, comme prévu. » Marie-Claire sentit un poids énorme s'envoler de ses épaules. Enfin, elle était légalement libre de cette union qui l'avait tant fait souffrir. Et la répartition des biens? Comme votre père l'avait négocié, vous récupérez l'appartement du 16e, plus des dommages et intérêts substantiels. Monsieur Dubois devra également vous verser une pension alimentaire. Marie-Claire éclata de rire. Une pension alimentaire. L'ironie était savoureuse. L'homme qui l'avait traité de parasite allait devoir la payer pendant des années. Il y a autre chose, ajouta Mélanie. Mademoiselle de Montmorency souhaite vous voir en urgence. Elle dit que c'est très important. Faites-la monter. Victoire arriva quelques minutes plus tard, visiblement agitée. Son teint était pâle et ses mains tremblaient légèrement. « Marie-Claire, il faut que je vous parle. Thomas a découvert que je le surveillais. » Marie-Claire fronça les sourcils. « Comment ? Il m'a tendu un piège. Il a laissé traîner de faux documents dans son bureau et m'a observé les photographier. Quand je suis revenue chez lui hier soir, il m'attendait avec 2 hommes que je ne connaissais pas. Que s'est-il passé ? » Victoire remonta sa manche, dévoilant un bleu violacé sur son avant-bras. Il était fou de rage. « Il m'a accusé de travailler pour vous. Il m'a frappé. » Marie-Claire sentit la colère monter en elle. Thomas devenait violent maintenant. Il dépassait vraiment les bornes. Ces hommes qui étaient avec lui, vous les avez reconnus ? Non, mais ils avaient l'air dangereux. Thomas m'a dit que si je parlais à qui que ce soit, ils s'occuperaient de moi. Marie-Claire réfléchit rapidement. La situation devenait préoccupante. Thomas, acculé, devenait imprévisible. « Victoire, vous allez venir habiter chez moi quelques jours, le temps que les choses se calment. Vous feriez ça ? Après tout ce que... Vous avez respecté notre accord. Je respecte le mien. » Ce soir-là, dans son penthouse, Marie-Claire expliquait la situation à son père par téléphone. « Thomas devient dangereux, papa. Il faut qu'on accélère le processus. Ma chérie, l'article d'Isabelle Moreau paraît demain. D'ici 48 heures, Thomas aura bien d'autres préoccupations que de s'en prendre à Victoire. Et s'il tente quelque chose d'ici là, j'ai pris mes dispositions. 2 de mes hommes de sécurité surveillent discrètement ton immeuble. Et j'ai informé quelques amis bien placés de la situation. Thomas ne peut plus faire un pas sans qu'on le sache.
Le lendemain matin, l'article d'Isabelle Moreau fit l'effet d'une bombe dans tout Paris. Les dessous troubles de l'ambition, quand un candidat au municipal trempe dans les eaux troubles de la corruption, s'étalait en première page du plus grand quotidien français, avec des photos compromettantes et des documents accablants. Marie-Claire suivait les réactions depuis son bureau. Les chaînes d'information en continu se repassaient l'article en boucle. Le téléphone du parti politique de Thomas sonnait dans le vide. Ses soutiens l'abandonnaient un à un. À midi, Mélanie lui annonça que Thomas tentait de la joindre depuis 1 heure. « Passez-le-moi », dit Marie-Claire. La voix de Thomas, quand elle résonna dans le combiné, était méconnaissable, tremblante, désespérée, au bord de la rupture. « Marie-Claire, il faut qu'on parle. Nous n'avons plus rien à nous dire, Thomas. S'il te plaît, je sais que c'est toi qui es derrière tout ça. Tu peux arrêter ce cauchemar. Moi, je ne suis qu'une petite institutrice sans ambition, tu te souviens? Comment pourrais-je avoir une telle influence? Marie-Claire, je t'en supplie. » Elle raccrocha sans un mot. Quelques minutes plus tard, Mélanie lui signalait que Thomas était en bas de l'immeuble, réclamant de monter. « Dites à la sécurité de ne pas le laisser entrer. S'il insiste, qu'ils appellent la police. » L'après-midi, les choses s'accélérèrent. Le procureur de la République annonça l'ouverture d'une enquête préliminaire sur les financements de campagne de Thomas Dubois. Ses bureaux furent perquisitionnés, ses comptes bancaires gelés. Le soir, Marie-Claire regardait les informations dans son salon quand Victoire, qui s'était installée dans la chambre d'amis, vint la rejoindre. « Marie-Claire, je voulais vous remercier. Pour tout, pour m'avoir donné une chance de me racheter, pour m'avoir protégée. » Marie-Claire leva les yeux vers elle. Victoire avait beaucoup changé en quelques mois. L'arrogance aristocratique avait disparu, remplacée par une humilité qui la rendait plus humaine. Nous avons toutes les deux été victimes du même homme, Victoire, et nous avons toutes les deux appris de nos erreurs. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Thomas va être mis en examen. Il risque plusieurs années de prison. Sa carrière est finie, sa réputation détruite. Et nous? Marie-Claire sourit. Nous allons continuer à vivre. Vous avez un entretien lundi dans notre filiale de communication. Si tout se passe bien, vous pourrez recommencer à zéro. Et vous allez faire quoi? Marie-Claire se leva et retourna près de la baie vitrée. Paris scintillait sous ses pieds, ville de lumière et d'opportunités infinies. Moi, je vais reprendre ma vraie vie, celle que j'avais mise entre parenthèses pour un homme qui ne le méritait pas. Je vais développer le groupe, lancer de nouveaux projets, peut-être écrire le livre que j'ai toujours voulu écrire. Vous allez vous remarier? Marie-Claire réfléchit à la question. Un jour, peut-être, quand je rencontrerai quelqu'un qui m'aimera pour ce que je suis vraiment, pas pour ce qu'il imagine que je suis. Le téléphone sonna. C'était son père. Ma chérie, j'ai une excellente nouvelle. Les Dubois viennent de mettre leur maison familiale aux enchères. Ils n'arrivent plus à payer les charges. Marie-Claire sourit. Tu vas l'acheter? Non, ma chérie. Toi, tu vas l'acheter. Cette maison où ils t'ont humilié va devenir la tienne. Justice poétique, non? Après avoir raccroché, Marie-Claire retourna s'installer dans son canapé. Victoire la regardait avec un mélange d'admiration et de crainte. « Vous n'êtes pas comme je l'imaginais, » dit-elle. « Comment m'imaginiez-vous ?»« Plus froide, plus impitoyable. Vous m'avez surprise en m'aidant malgré ce que j'avais fait. » Marie-Claire réfléchit quelques instants. « Victoire, j'ai appris une chose importante ces derniers mois. La vengeance peut être satisfaisante, mais elle ne guérit pas les blessures. Ce qui guérit vraiment, c'est de reprendre le contrôle de sa vie, de redevenir qui on est vraiment. Thomas vous manque? L'homme que je croyais qu'il était me manque parfois. Mais cet homme-là n'a jamais existé. Thomas était un étranger qui portait le masque de mes rêves. La télévision diffusait maintenant un reportage sur l'effondrement de la famille Dubois. Images de la maison mise en vente, interviews de voisins, commentaires d'experts politiques. Toute une dynastie bourgeoise qui s'écroulait sous le poids de ses propres mensonges. « Vous regrettez ?» demanda Victoire. Marie-Claire éteignit la télévision et se tourna vers elle. « Regrettez quoi? D'avoir découvert qui ils étaient vraiment? D'avoir retrouvé ma vraie identité? D'avoir appris que je valais mieux que ce qu'ils voulaient me faire croire ?» Elle se leva et se dirigea vers sa chambre. « Non, Victoire, je ne regrette rien. Pour la première fois depuis 6 ans, je suis redevenue moi-même. Et c'est infiniment plus précieux que tout ce que j'ai perdu. » Dans sa chambre, avant de s'endormir, Marie-Claire ouvrit le tiroir de sa table de nuit et en sortit une photo jaunie. Elle y était enfant, dans les bras de sa mère Isabelle, devant la tour Rousseau. Sa vraie mère, pas celle qui l'avait élevée avec tant d'amour à Mâcon. « Maman, » murmura-t-elle, « je sais que tu aurais été fière de moi. J'ai retrouvé ma dignité. J'ai appris à me défendre. Je ne laisserai plus jamais personne me traiter comme une moins que rien. »
Elle rangea la photo et éteignit la lumière. Demain commencerait vraiment sa nouvelle vie. Une vie où elle ne serait plus jamais la victime de personne. Partie 5. 1 an plus tard, par une magnifique soirée de septembre, Marie-Claire se tenait dans le grand salon de l'ancienne maison familiale des Dubois, celle qu'elle avait achetée aux enchères pour une fraction de sa valeur réelle. Les lieux avaient été entièrement rénovés selon ses goûts, transformés de ce mausolée bourgeois oppressant en un espace lumineux et moderne où l'art contemporain côtoyait harmonieusement les éléments d'architecture classique. Ce soir-là, elle recevait l'élite intellectuelle et artistique parisienne pour le lancement de son premier livre, Renaissance d'une femme libre, un récit autobiographique qui faisait déjà sensation dans les médias. Le salon était bondé d'écrivains, de journalistes, d'artistes, de personnalités politiques et d'entrepreneurs. Tous étaient venus saluer l'émergence de cette nouvelle figure de la société française, Marie-Claire Rousseau-Martin, femme d'affaires accomplie et auteure talentueuse. « Ma chère Marie-Claire », lui dit l'ambassadeur d'Espagne en s'approchant d'elle avec son épouse. « Votre livre est remarquable. Cette analyse de la condition féminine dans la bourgeoisie française est d'une justesse saisissante. » Marie-Claire le remercia avec grâce. Elle portait ce soir-là une robe de soie bleu nuit, créée spécialement pour elle par un jeune couturier qu'elle avait découvert et dont elle soutenait la carrière. Ses cheveux, qu'elle laissait maintenant pousser librement, encadraient son visage d'une cascade de boucles brunes qui accentuait l'éclat de ses yeux verts. « Madame Rousseau-Martin » l'interpella une journaliste du Figaro. « Comment décririez-vous cette année de transformation ?» Marie-Claire réfléchit quelques instants avant de répondre. « Comme une renaissance, exactement. J'ai longtemps vécu dans l'ombre de quelqu'un d'autre, en tentant de correspondre à une image qui n'était pas la mienne. Cette épreuve m'a permis de retrouver ma véritable identité. Et votre ex-mari? Des regrets? » Aucun regret concernant la fin de cette union. Thomas m'a rendu service en révélant sa vraie nature. Cela m'a évité de gâcher davantage d'années avec quelqu'un qui ne me respectait pas. À l'autre bout du salon, près des grandes fenêtres qui donnaient sur le jardin redessiné, Victoire de Montmorency conversait avec animation avec plusieurs invités. Elle dirigeait maintenant le département communication d'une filiale du groupe Rousseau et s'était révélée être une collaboratrice exceptionnelle. Sa chute l'avait transformée en femme authentique, débarrassée de l'arrogance de sa jeunesse dorée. Jean-Michel Rousseau, élégant dans son smoking, observait sa fille avec une fierté évidente. À 69 ans, il avait trouvé en Marie-Claire l'héritière idéale pour perpétuer son empire. Intelligente, déterminée, mais aussi dotée d'une humanité que lui-même avait parfois perdue dans les méandres du pouvoir. « Oh, papa !» dit Marie-Claire en le rejoignant près de la cheminée où brûlait un feu douillet. « Merci pour tout. Sans ton soutien, jamais je n'aurais eu la force de me reconstruire. Ma chérie, tu avais cette force en toi depuis toujours. Tu l'avais simplement oubliée. Moi, je n'ai fait que te rappeler qui tu étais vraiment. » Il regarda autour de lui, contemplant cette maison où sa fille avait vécu tant d'humiliations et qui était maintenant devenue le symbole de sa renaissance. « Ta mère aurait été si fière de toi. Isabelle rêvait d'écrire, elle aussi. En publiant ce livre, tu accomplis aussi son rêve. » Marie-Claire sentit l'émotion l'étreindre. Sa mère biologique était encore très présente dans sa mémoire, malgré toutes ces années. C'était d'elle qu'elle tenait son amour de la littérature, sa sensibilité, sa force tranquille. « Monsieur Rousseau !» l'interrompit discrètement Mélanie, maintenant devenue son assistante personnelle autant que professionnelle. « Madame la ministre de la Culture souhaiterait vous dire un mot. » Marie-Claire rejoignit la ministre, une femme brillante d'une 50aine d'années qu'elle admirait depuis longtemps. « Chère Marie-Claire, » dit la ministre en lui serrant chaleureusement les mains, « votre livre soulève des questions essentielles sur l'évolution de la condition féminine en France. Accepteriez-vous de participer à un groupe de travail sur l'égalité des chances? Votre témoignage et votre analyse seraient précieux. » Marie-Claire accepta avec enthousiasme. S'engager pour améliorer la condition des femmes était devenue l'une de ses priorités. Elle avait créé une fondation pour aider les femmes victimes de violences conjugales et psychologiques, finançant des centres d'accueil et des programmes de réinsertion professionnelle. La soirée se poursuivait dans une atmosphère détendue et chaleureuse. Marie-Claire circulait entre ses invités avec une aisance naturelle, cette grâce qu'elle avait toujours possédée, mais que 6 années de mariage malheureux avaient étouffée. « Marie-Claire ?» Elle se retourna et découvrit un homme qu'elle ne reconnut pas immédiatement. La quarantaine élégante, cheveux poivre et sel, regard intelligent et bienveillant. Il lui fallut quelques secondes pour le replacer. « Docteur Lemaire ?» dit-elle surprise. Alexandre Lemaire sourit. « Je suis flattée que vous vous souveniez de moi. Cela fait... combien ?
15 ans, Marie-Claire sourit à son tour. Alexandre avait été son professeur de littérature comparé à la Sorbonne, celui qui l'avait encouragé à poursuivre ses études doctorales avant qu'elle rencontre Thomas et abandonne ses ambitions universitaires. « Que faites-vous ici ?» demanda-t-elle. « J'ai lu votre livre. Remarquable travail, vraiment. Et j'ai appris que vous étiez la fille de Jean-Michel Rousseau. J'avoue que j'ai été surpris. L'étudiante brillante que je connaissais ne m'avait jamais parlé de ses origines. À l'époque, je voulais réussir par moi-même, sans l'aide du nom de mon père. Et vous avez eu raison. Votre talent était déjà évident. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai été si déçue quand vous avez abandonné vos études. » Marie-Claire baissa les yeux. « J'ai fait des choix discutables. Nous en faisons tous. L'important, c'est de savoir se rattraper. » Il marqua une pause. « D'ailleurs, si cela vous intéresse, la Sorbonne cherche un maître de conférence pour un nouveau cours sur littérature et société contemporaine. Votre profil serait parfait. » Marie-Claire le regarda avec stupéfaction. Enseigner à la Sorbonne avait été son rêve de jeunesse, celui qu'elle avait abandonné pour suivre Thomas. Vous seriez sérieux ? Très sérieux. Vous avez l'expérience du monde des affaires, le talent littéraire, et maintenant une notoriété qui attirerait les étudiants. Je vais y réfléchir. Prenez votre temps. L'offre tiendra. Après son départ, Marie-Claire resta songeuse. Enseigner, écrire, transmettre. C'était exactement ce dont elle rêvait pour cette nouvelle phase de sa vie. « Vous semblez pensive », dit une voix masculine derrière elle. Elle se retourna et découvrit un homme qu'elle ne connaissait pas. Grand, brun, la trentaine, avec ce mélange de distinction et de simplicité qui caractérise les gens authentiques. « Excusez-moi », dit-il, « je ne me suis pas présenté. Julien Moreau. Je suis le frère d'Isabelle Moreau », s'exclama Marie-Claire. « Elle m'a beaucoup parlé de vous. Vous êtes médecin, c'est ça? Chirurgien pédiatrique. Et vous êtes exactement comme Isabelle vous a décrite. Brillante, déterminée et beaucoup plus humaine que ce que laissent penser les ragots parisiens. » Marie-Claire rougit légèrement. « Les ragots parisiens? Oh, vous savez, dans notre milieu, on dit beaucoup de choses. Que vous êtes impitoyable en affaires, que vous avez détruit votre ex-mari par vengeance. Moi, après avoir lu votre livre, je pense que vous avez simplement eu le courage de vous défendre. » Ils bavardèrent longuement, et Marie-Claire découvrit un homme passionnant, engagé dans l'humanitaire, qui dirigeait une ONG pour soigner les enfants dans les pays en guerre. Intelligent sans être prétentieux, sensible sans être faible, il dégageait cette authenticité qui lui avait tant manqué chez Thomas. « Marie-Claire » l'interrompit Victoire en s'approchant. « Excusez-moi de vous déranger, mais il y a quelqu'un à la porte qui insiste pour vous voir. »« Qui ça ?»« Thomas. » Un silence pesant s'abattit autour d'elle. Julien s'excusa discrètement et s'éloigna. « Qu'est-ce qu'il veut ?» demanda Marie-Claire. « Il dit qu'il veut vous parler. Une dernière fois. » Marie-Claire réfléchit quelques instants. Cela faisait 1 an qu'elle n'avait pas revu Thomas. Il avait été condamné à 2 ans de prison avec sursis et à une amende importante pour corruption et chantage. Sa carrière politique était définitivement terminée, sa réputation détruite. Il vivait maintenant dans un petit appartement de banlieue, survivant grâce à quelques missions de consulting que lui trouvait son frère Pierre. « Faites-le entrer », dit-elle finalement, mais qu'il reste dans l'entrée. Thomas apparut quelques minutes plus tard. Marie-Claire eut du mal à reconnaître l'homme élégant et sûr de lui qu'elle avait épousé. Il avait maigri, ses cheveux avaient grisonné, ses vêtements étaient froissés. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en 1 an. Marie-Claire, sa voix était cassée, hésitante. Il regardait autour de lui, reconnaissant sa maison familiale transformée. « Que veux-tu, Thomas ? Je voulais te dire... » Il s'interrompit, cherchant ses mots. Marie-Claire attendait, impassible. « Je voulais te demander pardon. Pour tout, tu ne méritais pas ce que je t'ai fait. En effet, j'étais aveuglée par l'ambition. Je croyais que tu n'étais pas à ma hauteur, alors que c'était moi qui... » « Thomas » l'interrompit Marie-Claire. « Tes excuses arrivent un peu tard, et elles ne changent rien. Je sais, mais je voulais que tu saches que je regrette. Tout. » Il marqua une pause. Regardant par la porte entr'ouverte, le salon rempli d'invités prestigieux. « Tu es devenu ce que tu devais être, » dit-il finalement. « Ce que tu aurais toujours dû être si je ne t'en avais pas empêché. » Marie-Claire le regarda sans rien dire. Elle ne ressentait ni pitié, ni satisfaction. Juste une indifférence totale pour cet homme qui avait partagé sa vie pendant 6 ans. « Au revoir, Thomas, » dit-elle simplement. Il hocha la tête et repartit dans la nuit. Marie-Claire retourna au salon, où la soirée battait son plein. Julien Moreau l'attendait près de la bibliothèque. « Tout va bien ?» demanda-t-il avec sollicitude. « Parfaitement bien. C'était juste
Un fantôme du passé. Les fantômes, il faut savoir les laisser partir. C'est exactement ce que je viens de faire. La soirée se termina tard dans la nuit. Après le départ du dernier invité, Marie-Claire se retrouva seule dans son salon, contemplant les dernières braises qui rougeoyaient dans la cheminée. Elle pensait à cette année écoulée, à cette métamorphose qui l'avait menée de l'humiliation à la renaissance. Son téléphone vibra, un message de Julien. « Merci pour cette soirée merveilleuse. J'aimerais beaucoup vous revoir. Accepteriez-vous de dîner avec moi demain soir ?» Marie-Claire sourit. Peut-être était-il temps de laisser une nouvelle histoire commencer, une histoire où elle serait aimée et respectée pour ce qu'elle était vraiment. Elle répondit « avec plaisir ». Puis, elle monta dans sa chambre, cette chambre qui avait appartenu à Françoise Dubois et qu'elle avait entièrement refaite selon ses goûts. Sur sa table de nuit, à côté de la photo de sa mère Isabelle, elle avait posé un exemplaire de son livre dédicacé à toutes les femmes qui ont le courage de renaître de leurs cendres. En s'endormant ce soir-là, Marie-Claire Rousseau-Martin se dit qu'elle n'avait jamais été aussi heureuse de sa vie. Elle avait retrouvé sa vraie identité, reconstruit son estime de soi et ouvert la porte à un avenir plein de promesses. Parfois, les plus grandes humiliations mènent aux plus belles renaissances. Il suffit d'avoir le courage de se battre pour redevenir soi-même.